Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron est-il un pitre à plein temps, victime du syndrome Fantomas? Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Ambroise France, Yvette Poré, VTT Pollux, Agnachine, Luc Tubiana, Claire Dumay, Roland Sarkozy, Polygonal et Fernand Costa. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier plus spécialement aujourd'hui. Vous savez que la réinformation est victime d'attaques très sévères et vous êtes toujours là avec les pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. On ne lâche rien. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, ils savent ce que c'est que le syndrome Fantomas. Eh bien, c'est d'avoir occupé un poste, par exemple, de Premier ministre, et dès qu'on passe dans une certaine mesure dans l'opposition, on critique très férocement ce qu'on a mis en place lorsqu'on était à Matignon. Vous savez de qui je veux parler de notre Fantomas national, Édouard Philippe. C'est François Asselineau qui a forgé le concept, il n'a pas seulement épinglé Édouard Philippe, mais également François Bayrou. Mais voilà, Emmanuel Macron semble lui aussi atteint par ce syndrome, et dans une forme des plus sévères, parce qu'il est encore aux responsabilités, contrairement à Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron critique sa propre politique. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il fait le travail de l'opposition alors qu'il est dans la majorité. Une forme d'en même temps totalement absurde. Alors la question que je me suis posée, est-ce que c'est un concept qui a été forgé par des communicants? C'est-à-dire que les conseillers en communication d'Emmanuel Macron estiment que les Français sont complètement idiots, qu'ils sont sans cervelle et sans mémoire. Encore une forme de mépris du pouvoir. Et nous avons donc vu des images tout à fait étonnantes. Il était dans le Lot-et-Garonne et il s'est essayé en effet à un radar. Image bien déstabilisante parce que le radar n'est pas un symbole très positif lorsqu'on s'appelle Emmanuel Macron. En effet, le radar symbolise une répression injuste, le racket des honnêtes gens, et du même coup symbolise l'impuissance de l'État à lutter réellement contre la délinquance. Est-ce qu'Emmanuel Macron a commis une faute de communication, à moins qu'on soit obligé de voir quelque chose d'autre derrière? Je reviens sur cette image dans quelques instants. Ensuite, le chef de l'État a traversé Tonneins, des villes du Lot-et-Garonne, où il a été profondément hué par les habitants. Puis il a livré une interview au journal de France 3. Paraît-il que c'était du direct, mais cela semblait bien mis en scène. Alors, à l'intérieur de cette interview, on a entendu des choses qui sont tout à fait étonnantes. Pendant 20 ans, on a désinvesti dans la sécurité et la justice, déplore Emmanuel Macron. Mais est-ce que quelqu'un doit lui rappeler qu'il a été président de la République pendant 6 ans, qu'il a été ministre de François Hollande pendant de nombreuses années? Qu'a-t-il fait pendant toutes ces années ? C'est ce que je vous disais il y a un instant, Emmanuel Macron est véritablement atteint du syndrome Fantomas, et un très sévère celui-là. Il critique la politique qu'il a menée et qu'il est en train de continuer de mener, parce que c'est là où il est vraiment, comment dirais-je, étonnant, le chef de l'État. C'est un Fantomas puissance 10. Mais regardons dans le détail ce que signifient les annonces présidentielles et notamment la création de 238 nouvelles brigades mobiles de gendarmerie. Ces brigades dont sont présentées comme high-tech, avec des camions armés par 6 gendarmes qui vont embarquer tous les terminaux, dont le dispositif Ubiquiti qui offre toutes les fonctionnalités du logiciel de rédaction des procédures en mobilité, facilitant ainsi le travail judiciaire et le recueil de plaintes de la gendarmerie. L'ambition affichée est d'aller à la rencontre de nos concitoyens en se garant sur les places des villages qui souffrent d'un vide administratif, souffle une source à l'Élysée qui rappelle que 3500 brigades couvrent déjà tout le pays. Donc c'est un peu moins de 10%. Dans un premier réflexe patriote, on pourrait se féliciter de la création de ces 238 brigades mobiles de gendarmerie. En effet, nous savons que le trafic de stupéfiants des cités est en train de se répandre sur la France périphérique et touche tous les territoires ruraux. Donc plutôt une bonne chose. Mais voilà, cela coïncide avec
Une autre campagne du gouvernement, accueillir et intégrer les personnes réfugiées en milieu rural. On crée 238 brigades de gendarmerie au moment où on va demander au village d'accueillir massivement les réfugiés qui viennent d'Afrique. Est-ce que vous ne trouvez pas cela curieux? Et lorsqu'on regarde Emmanuel Macron avec son sourire sadique, il est en train de nous flasher. En effet, il est en train de nous regarder comme pouvait le faire par exemple Big Brother is watching you. Vous avez compris, Emmanuel Macron ne déploie pas ses unités de gendarmerie pour protéger les citoyens des territoires ruraux. Non, c'est pour qu'ils acceptent sa politique d'accueil. Alors on va revenir sur le propos principal de notre Fantomas, président de la République. Oui, il faut se pincer pour y croire. Pour le chef de l'État, on a un problème de sécurité partout en France. Il vient de découvrir le phénomène. Il faut dire que son ministre de l'Injustice nous avait expliqué pendant des années que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Et nous savons, nous l'avons souvent traité dans ces entretiens, qu'il y a un véritable laxisme dans la justice. Il faudrait aussi revenir sur l'action de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. L'efficacité de Darmanin, depuis la visite du sinistre de l'Intérieur à Pisevin, la médiathèque a fermé, les bus ne passent plus et désormais les crèches publiques fermeront plus tôt. Les vendeurs, eux, sont toujours là. Et est-ce qu'il faut que j'énumère également tous les échecs de la politique de sécurité de Gérald Darmanin et d'Emmanuel Macron? Faut-il revenir sur Marseille? Faut-il revenir sur Lampedusa? Faut-il revenir sur le Stade de France de juin 2022 où Gérald Darmanin s'est défaussé de sa responsabilité sur les supporters anglais? Est-ce qu'il faut rappeler les émeutes des banlieues de juillet 2023 où Gérald Darmanin a stigmatisé Kevin et Matteo? Ce n'est qu'un cortège de catastrophes. Et Emmanuel Macron arrive le visage enfariné et nous dit « Oh, il y a un problème de sécurité en France aujourd'hui ». Mais de qui se moque-t-il? Tiens, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Et lorsqu'on parle de gens qui se moquent de nous, tout de suite nous vient à l'esprit panier runaché. Une passoire thermique classée G, c'est en moyenne 7 500 € par an de facture d'énergie, soit 3 fois plus qu'un logement bien isolé. Aider les locataires à sortir des passoires thermiques, c'est une question de responsabilité et c'est notre priorité. Philippe Murer, lui, rétorque, vous imposez d'isoler les passoires thermiques, vous ne proposez pas de financement pour le faire. Les moins riches, incapables de la payer, vont être spoliés de leurs biens. C'est toute la Macronie. Et Panier Runacher enchaîne les mensonges les uns après les autres. Oui, mensonge. Agnès Runacher, le coût des éoliennes de Saint-Brieuc n'est pas de 60 € mais de 180 € le mégawattheure, prix garanti, raccordement compris obtenu par Berdrola dans l'appel d'offres, soit 3 fois plus. Il faut cesser les fake news sur l'éolien. Et dans cet extrait, évidemment, elle attaque le Rassemblement national qui n'est pas aux affaires. Elle essaie de se défausser de sa responsabilité justement dans les faillites de nos entreprises. 8e mois de contraction de l'activité manufacturière. Avec un prix exorbitant de l'électricité, les entreprises réduisent leur production. La France continue donc de se désindustrialiser. Macron croit toujours à une solution européenne. Comme pour les politiques migratoires ou pour les politiques sanitaires. Tiens, j'ai parlé de politique sanitaire, cela vient de tomber. Voici à l'instant les deux nouveaux lauréats du prix Nobel de médecine, récompensés pour leurs travaux sur l'ARN messager. Oh, quelle surprise! C'est du même niveau que le prix Nobel de la paix à Obama. Remarquez que ces deux lauréats ont bien le look parfait pour lancer une campagne de vaccination. On sent bien le message subliminal qui nous est adressé. Je vous laisse d'ailleurs seul juge. Et évidemment, sur les plateaux de télévision, nous avons le retour de ces fameux médecins très proches des laboratoires. Il semblerait, je dis bien au conditionnel, que ces vaccins soient efficaces. Il semblerait au conditionnel, Pascal Praud. Vous nous dites que c'est une petite grippe. J'ai jamais dit ça. 100% sans effet secondaire. Il y a la balance bénéfice-risque. Robert Sebag a commis une énorme boulette en utilisant ce conditionnel. Est-ce qu'il voulait se couvrir? Regardez la vidéo, elle est dans ma description. Voilà, on a bien compris, Robert Sebag utilise des conditionnels. Il ne veut plus employer des affirmations trop catégoriques. Vous savez que les affirmations sont reprises sur les réseaux sociaux et se retournent contre celui qui les a prononcées.
La France est donc dans une situation tragique. Dans ce genre de configuration dans une démocratie, l'opposition est vent debout contre le président de la République. Est-ce que c'est le cas en France? Non, pas vraiment. On a l'impression qu'il y a vraiment une collaboration entre l'opposition et le gouvernement. Pensez à Éric Ciotti, par exemple. Éric Ciotti propose de réduire encore l'allocation chômage. Le président des LR veut diminuer la durée et le montant de l'indemnité chômage pour revaloriser le travail. Est-ce que c'est avec ce type de mesures qu'Éric Ciotti pense reconquérir l'électorat populaire français avec des mesures antisociales? Mais Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, Édouard Philippe réunis paraissent plus sympathiques qu'Éric Ciotti. On a l'impression qu'Éric Ciotti, c'est vraiment l'allié d'Emmanuel Macron, son mini-moi. Quant au président du Sénat, Gérard Larcher, réélu pour la 5e fois consécutive, on ne peut pas trop compter sur lui pour être dynamique contre Emmanuel Macron. Alors vous allez me dire que l'opposition est aussi constituée des NUPES. Oui, mais ils sont dans une phase d'autodestruction, ils se sont radicalisés. Quant au Rassemblement national, on espère qu'ils voteront de nouveau les motions de censure maintenant que Sébastien Chenu a sa vice-présidence. Voilà, on aimerait en effet que tous ces députés arrivent à se réunir et fassent tomber ce gouvernement que les Français ne supportent plus. Maintenant, nous allons ouvrir la page internationale. Vous savez peut-être que les 27 ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Kiev. Alors, pourquoi faire? On peut se poser en effet la question. C'est vrai quoi? Pourquoi se réunissent-ils? Pour avoir des maïs, pour banqueter, pour faire des photos, pour dépenser l'argent de nos impôts? Parce que les choses ne sont pas très claires. Bon, selon le chef de la diplomatie européenne, c'est une réunion historique. C'est ainsi en effet que le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a qualifié la rencontre des ministres des Affaires étrangères des États membres ce lundi dans la capitale ukrainienne. Il s'agit en effet de la première réunion de tous les 27 pays membres en dehors de l'Union européenne. Certes, cela fait une très jolie photo, mais sur le plan des actions, eh bien, Joseph Borrell ajoute qu'il ne s'agit que d'une rencontre informelle qui n'a pour but d'aboutir ni à des conclusions, ni à des décisions concrètes. On a bien compris que c'est organisé pour cacher que le soutien pour l'Ukraine prend l'eau. Après ce qu'on a appris des Polonais qui ne veulent plus financer les Ukrainiens, après la Slovaquie qui a décidé de ne plus financer les Ukrainiens, après Joe Biden qui ne peut plus financer les Ukrainiens, ils essaient d'organiser en quelque sorte une réunion de soutien. Mais on a bien compris, ce n'est qu'une photo. Et j'ai presque envie de dire que cette photographie prouve l'impuissance européenne. S'ils ont besoin de se mettre en scène et de marteler des slogans puérils, c'est que rien ne va plus. C'est d'ailleurs résumé en un cliché par Elon Musk. Quand tu as 5 minutes et que tu n'as pas demandé des milliards de dollars d'aide. Voilà, j'espère que ce journal vous a plu. N'hésitez pas à le soutenir, nous avons vraiment besoin de vous. Les temps sont compliqués pour la réinformation. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.